Crash, le deuxième épisode de notre enquête sur les dérives et les abus qui ont mené à la crise économique mondiale. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à poser les vraies questions et que les principaux acteurs doivent rendre des comptes. Dans cet épisode, le tsunami qui a balayé le monde économique. Derrière les portes closes à Washington, c'est la panique. Tous les jours, on arrivait en se disant quelle catastrophe va arriver aujourd'hui. Le secrétaire au Trésor, Hank Paulson, est au bord de la crise de nerfs. Il a été sous des moments de stress exceptionnels, sans aucun doute. Un virus menace l'économie mondiale et il n'existe aucun remède. C'est tout le système financier qui a été affecté. C'est comme un cancer. Pendant que la colère se répand dans la rue. Crash, les dessous de la crise économique mondiale. Dans la nuit du 17 septembre 2008, le cœur du système financier mondial s'est arrêté. La faillite de Lehman Brothers sème le chaos sur les marchés financiers mondiaux. C'est la plus grande faillite de l'histoire des États-Unis. La bourse de New York connaît sa pire chute depuis les attaques du 11 septembre. Même scénario à Londres, Paris et Shanghai. En Russie, toutes les transactions sont suspendues. Dans ce climat de peur généralisée, les grandes banques du monde cessent de se prêter de l'argent et de s'échanger des créances. Le lendemain matin, à 10h15 précisément, le président George W. Bush tente de rassurer la population. The American people are concerned about the situation in our financial markets. I've canceled my travel today to stay in Washington and consult with my economic advisors. Bush convoque ses conseillers quelques heures plus tard au salon Roosevelt. D'après les notes prises à cette rencontre, le secrétaire au Trésor, Hank Paulson, a avisé le président Bush que le pays était au bord du précipice. Si nous n'agissons pas avec audace, nous pourrions sombrer dans une crise plus grave encore que celle de la Grande Dépression. Paulson prévient, la situation équivaut à un état de guerre et nous aurons besoin de pouvoirs d'exception. George Bush, qui était président à l'époque, ne s'est pas impliqué du tout dans la gestion de la crise. C'est-à-dire que Bush a totalement délégué à Hank Paulson quelque chose qui était d'une importance majeure pour le pays. Et donc, on peut aussi critiquer le président pour ne pas avoir investi son autorité politique là-dedans. Pendant plusieurs jours, le véritable président de ce pays n'était pas George Bush, mais plutôt un non-élu de Wall Street nommé Hank Paulson. Au cours des dernières années, Paulson a dû se présenter devant plusieurs commissions d'enquête du Congrès. Même si on reconnaît qu'il a joué un rôle déterminant durant la crise, tous veulent maintenant qu'il justifie ses décisions. On le disait, le plus fervent défenseur de la libre entreprise dans l'administration Bush. Sauf qu'il a orchestré la plus grande intervention publique dans l'économie depuis la Grande Dépression. Et toutes ces enquêtes cherchent à comprendre une chose. Pourquoi a-t-il laissé sombrer Lehman Brothers en septembre 2008? Le lundi suivant la faillite, Hank Paulson semblait prendre à la légère cette banqueroute catastrophique. Good afternoon, everyone, and I hope you all had an enjoyable weekend. Yeah. Selon Paulson, ce n'était pas au gouvernement de sauver une entreprise privée. I never once considered that it was appropriate to put taxpayer money on the line in resolving Lehman Brothers. C'est comme si on disait « On ne va pas éteindre le feu dans votre maison parce que vous avez fumé au lit. » Et le voisin, lui, répond « Super, ma maison est en cendres parce que vous avez voulu lui faire la leçon. » Ces 2 semaines de septembre, cette ambiance est absolument indescriptible. C'est tous les jours, c'était le désastre quotidien. Tous les jours, on arrivait en se disant quelle catastrophe va arriver aujourd'hui. Ça n'aura donc pas de fin. La faillite de Lehman Brothers secoue le monde entier. Des millions de personnes ont perdu leurs économies. Des caisses de retraite se sont vidées.
La ministre des Finances de France, Christine Lagarde, a joué un rôle clé pendant la crise. Même si elle est une amie intime de Hank Paulson, elle déplore sa décision à propos de Lehman. Vous savez, je l'ai dit pratiquement le lendemain matin de la décision. J'ai été à l'époque bien seul et parfois un peu critiqué. Je persiste à penser que c'était une mauvaise décision. Soudain, l'ensemble des établissements bancaires ont compris que personne n'était à l'abri et que toute banque pouvait tomber. À ce moment-là, l'ensemble des banques ont considéré que toutes leurs contreparties étaient en risque, peut-être, et elles ont bloqué tous les circuits de financement. Donc le crédit a cessé de fonctionner à ce moment-là. À Londres, l'impact est immédiat. Les bureaux de la filiale anglaise de Lehman ferment sans prévenir. Chaque vendredi, Lehman Grande-Bretagne envoyait toutes ses liquidités à New York. Au lendemain de la faillite, le bureau n'avait donc pas un sou pour payer le personnel. C'était la pire façon de fermer une banque. On voyait les employés partir avec leurs effets personnels. Ce jour-là, le doute s'est installé et a fait des ravages. Énormément de banques et de hedge funds sont touchés par la faillite de Lehman. Eux-mêmes doivent vendre des avoirs pour compenser ce qu'ils ont perdu et l'effet de domino fait que la crise s'emballe. C'est la panique sur les marchés financiers mondiaux. On craint que d'autres banques subissent le même sort que Lehman. Personne ne savait quand ça allait s'arrêter. C'était insupportable. On fait face à la situation, mais on se demande quand est-ce qu'on touchera le fond. Plusieurs pays accusent les États-Unis. Les autorités américaines ont perdu le contrôle. Du jour au lendemain, il était impossible d'obtenir du crédit commercial, ce qui a fait chuter le commerce international. Notre pays a été durement touché. Les dommages collatéraux ont été terribles. Tous les regards se tournent à nouveau vers Hank Paulson. Mais les intentions du secrétaire au Trésor américain sont parfois difficiles à déchiffrer. D'abord, la manière dont il parle est à la limite de l'incompréhensible. Pourquoi? Parce que quand il dit quelque chose, il pense à 3 autres choses en même temps. Et donc il ne sait même plus ce qu'il dit, et donc il doit chaque fois se dire « mais de quoi je parle ?» Et puis il revient en arrière, il fait des « etc. C'est un homme qui n'a pas ce que j'appellerais une communication linéaire fluide. La propension de Paulson à se contredire et à changer d'idée sera évidente lors de la prochaine crise qu'il affrontera, la quasi-faillite d'AIG, la plus grande société d'assurance au monde. Cette fois, c'est un obscur cadre d'AIG qui met en péril le système financier mondial. Il s'appelle Joseph Casano. Casano vit dans un des quartiers les plus huppés de Londres. Chaque matin à 7 heures, cet Américain de 53 ans enfourche son vélo pour se rendre au bureau. Il passerait facilement pour un coursier, mais il est en réalité le chef du service des produits financiers d'AIG. S'il est à Londres, c'est que les transactions commerciales qu'il pratique sont interdites aux États-Unis. Casano assure les compagnies contre la faillite de leurs partenaires commerciaux, un secteur très risqué. Mais lors d'appels conférences, il savait rassurer ses investisseurs. Without being flippant, it's hard for us to even see a scenario that would see us losing $1 in any of those transactions. Casano faisait le pari qu'il était impossible qu'un grand nombre de banques et de sociétés hypothécaires fassent faillite en même temps. Donc, si toutes les créances tombaient au même moment, tout le monde se retournait sur AIG. AIG n'avait plus le moyen de répondre aux demandes, c'est ce qui s'est passé.
Et du coup, tout le système financier risquait de s'écrouler. En septembre 2008, Casano perd son pari et les produits d'assurance risqués qu'il vendait poussent AIG au bord de la faillite. Hank Paulson s'empresse de déclarer qu'il n'a aucune intention de sauver AIG. En fait, le secrétaire au Trésor et les autorités des marchés sont renversés de découvrir à quel point la situation financière de la compagnie était désespérée. La prise de risque à Londres a complètement échappé aux régulateurs d'AIG aux États-Unis. Et donc, d'une certaine manière, le risque est passé entre les mailles du filet et n'a pas été correctement contrôlé, n'a pas été correctement observé et identifié par les autorités publiques américaines. Vraiment, AIG avait des relations avec l'ensemble du système financier mondial, donc on ne pouvait pas se permettre de laisser disparaître. Paulson n'a donc pas le choix et il accepte l'inévitable. Il pige 85 milliards de dollars dans les coffres de l'État pour sauver AIG. Avec un virage à 180 degrés en pleine nuit à Washington, la Banque centrale américaine inflexible devant la faillite de Lehman. Donc au moment même, on a dit le sauvetage d'AIG est une bonne chose. Et il fallait absolument rassurer tous les marchés et l'opinion qui était paniquée. Can I ask you a question, please? Casano est mis à la porte d'AIG. Mais il part tout de même avec 315 millions de dollars. Sorry, we have no comment. Thank you. Le 18 septembre, le président de la Réserve fédérale, Dan Bernanke, et Hank Paulson se présentent devant les leaders du Congrès. Il faut stopper l'hémorragie. Ils ont besoin de plus de pouvoir, ainsi que de centaines de milliards de dollars. La réunion a lieu dans le bureau de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Good evening. I'm very pleased to welcome the Democratic and Republican leadership of the House and Senate, as well as the... Bernanke speaks first. And, you know, Fed chairmen are... D'habitude, le président de la Fed est prudent. S'il dit qu'il va pleuvoir, les gens s'attendent à ce qu'il y ait un ouragan. Mais là, il a dit, il va y avoir un ouragan. Si vous refusez d'utiliser l'argent des contribuables pour sauver le système financier, nous subirons une autre grande dépression. Les membres du Congrès étaient abasourdis. Il a dit aux parlementaires, c'est la catastrophe. L'urgence est énorme. Il va falloir qu'on frappe un énorme coup. Ils comprennent très bien qu'ils sont au bord de l'abîme et ils comprennent très bien que c'est une crise de confiance. Donc le seul objectif là, c'est de rétablir la confiance, de faire en sorte que les marchés se calment, que la crise ne se propage pas vers l'Europe et l'Asie. Les relevés téléphoniques de Paulson indiquent que presque tous les patrons des grandes entreprises américaines l'ont appelé. Plusieurs d'entre eux, comme Jeffrey Immelt de General Electric, craignaient la faillite. Paulson comprend donc qu'il doit renflouer le système financier pour que les banques commencent à prêter aux consommateurs et à se prêter entre elles. Il met sur pied un programme de sauvetage. Pour renforcer les banques, le gouvernement va racheter leurs actifs toxiques avec l'argent des contribuables. Mais la proposition est bien mal accueillie. Il a demandé 750 milliards de dollars au Congrès sur base d'un mémo de 3 pages dans lequel il a dit « et toutes les mesures d'exécution seront décidées par la trésorerie ». En d'autres termes, vous nous donnez un blanc-seing de 750 milliards de dollars. Il demandait un chèque en blanc. Donc Paulson a essayé de passer en force, et le passage en force en disant vous me donnez tout cet argent et vous ne vous en occupez plus, le message est très très mal passé. La représentante de l'Ohio, Marcy Kaptur, a voté contre le plan de sauvetage présenté par Paulson. Wall Street a tenté d'intimider la Chambre des représentants. Ils ont voulu utiliser la peur pour obtenir tout ce qu'ils voulaient, comme transférer au public les pertes financières dues à la crise. Non, M. Paulson, nous ne le ferons pas. Le résultat du vote prend Hank Paulson au dépourvu. On this vote, the yeas are 205, the nays are 228. The motion is not adopted.
Bonsoir. C'est tellement gros qu'on pourrait l'appeler le Titanic des plans de sauvetage et il a coulé cet après-midi. La bourse de New York a perdu 777 points. C'est un recul historique. À ce moment-là, les opérateurs sur les marchés se sont dit non seulement les autorités américaines ne savent pas ce qu'elles font, mais en plus, lorsqu'elles cherchent à faire quelque chose, elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles n'ont pas de majorité au Congrès. À ce moment-là, la confiance s'effondre totalement sur les marchés financiers. Cet échec est ressenti physiquement par Paulson. Il dit n'avoir jamais été aussi mal de sa vie. Il a comme un tic nerveux, des hauts le cœur lorsqu'il souffre de fatigue ou de stress. Un soir, alors qu'il tentait de convaincre la Chambre des représentants d'adopter son plan de sauvetage, ils lui ont apporté une poubelle et lui ont demandé s'il fallait faire venir le médecin du Congrès. Il a répondu « Non, non, ça m'arrive souvent ». Ses homologues internationaux voient bien que Paulson croule sous la pression. Il a été sous des moments de stress exceptionnels, sans aucun doute. J'ai le souvenir précis d'une conversation téléphonique que je souhaitais avoir avec lui sur AIG et où il m'a dit je prends ton appel mais j'ai 15 secondes. Et je veux bien le croire. On était dans des périodes de temps extraordinairement courts pour des enjeux énormes. Ben Bernanke et Hank Paulson avaient prévenu le Congrès que s'il n'obtenait pas de nouveaux pouvoirs, ainsi que 700 milliards de dollars, il risquait une autre grande dépression. Malgré les milliards qui seront consentis, les signes d'une dépression apparaissent quand même. Vers la fin de 2008, les premiers signes de récession apparaissent dans plusieurs régions des États-Unis. On le voit à la quantité de maisons saisies, plus d'1 million, la plupart en Californie. 2 ans plus tard, le nombre de saisies continue d'augmenter. Avant la crise, Mark Habecker, le shérif du comté de Sacramento, procédait à 1 ou 2 saisies par mois. Aujourd'hui, il en effectue 20 à 30 par semaine. Malade et sans assurance, la propriétaire de cette maison perd tout. John Sesnick, un ouvrier de la construction, lui-même chômeur depuis des mois, aide la famille jetée sur le pavé. Les biens d'une vie brisée s'empilent sur le trottoir. What's happening to the California dream? Yeah, okay. It used to be good here. Ain't no more. Le travail du shérif Habecker est l'un des plus difficiles en Californie. Il doit souvent expulser les occupants par la force et parfois même sortir son arme. Le cas d'un vieil homme qui refusait d'entendre raison va le hanter pour longtemps. Sa banque m'avait avisé qu'il appelait sans cesse pour les menacer. Je me suis présenté avec un policier, on s'est approché, et lorsqu'on est entré dans la maison, il s'est tiré avec son arme. Un suicide. Le salon était sombre, il était sur le canapé. Il n'a laissé aucun mot d'explication. Il est décédé le lendemain. C'était probablement la maison familiale. Et lorsque la banque l'a saisi, il n'avait nulle part d'autre où aller. Après avoir perdu leur maison, beaucoup ne savent plus où aller et sombrent dans le désespoir. Certains sont réduits à dormir dans leur voiture. Nicole O'Connor et Audrey Shrivner, 2 mères célibataires, viennent d'être admises à un refuge pour femmes à Sacramento. Elles ont vécu avec leurs enfants dans leur voiture pendant des semaines. Audrey, en plus, se bat contre le cancer. Je travaille depuis l'âge de 15 ans, mais là, je ne suis pas en mesure de travailler. Donc, avant d'arriver ici, il y a 1 mois,
Je vivais dans ma fourgonnette avec mes 2 enfants. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où se garer la nuit. Les agents de sécurité viennent nous déloger, alors où voulez-vous qu'on aille? J'étais une femme célibataire, enceinte de 7 mois. Où est-ce que je pouvais aller? Je ne savais pas où chercher de l'aide. J'étais dans ma fourgonnette, je pleurais toute la nuit en me demandant qui pourrait m'aider. En Californie, les institutions financières doivent tenir des rencontres comme celle-ci à San Diego. Les propriétaires menacés de saisie ont une dernière chance d'éviter le pire. Ils vont négocier une ultime fois avec les banques, mais la marge de négociation est mince. Ce qui exaspère les propriétaires comme Jack, qui n'a donné que son prénom. They don't do any favors for anybody. It's all about money. They don't care about people. They could send them all and make them homeless, put them in the street. They don't care if they're elderly, disabled, people who lost their jobs or had a health condition or mental health condition. They could care less. They could care less. It's only in America. That's how it works. Rob the poor, feed the rich. That's how it is in America. L'attitude des banques durant la crise a irrité plusieurs politiciens. Ils ne retournent pas les appels. Leur but, c'est de vous décourager, de vous épuiser. Ils rendent le processus tellement compliqué et intimidant que vous abandonnez. Quelqu'un d'autre prend possession de votre propriété et vous perdez tout ce que vous avez investi. À la Chambre des représentants, Marcy Kaptur va jusqu'à inciter les Américains à contester les saisies, qui est à tenir tête au shérif. What I'm telling people right now is, stay in your homes. If the American people, anybody out there is being foreclosed, don't leave. You be squatters in your own homes. Don't you leave. In Ohio and Michigan and Indiana and Illinois and all these other places where our people are being treated like chattel. I would venture to say, well over 75% of the people. 75% des gens qui reçoivent ces avis de saisie ne savent pas comment se défendre légalement. About how to defend their own interests. C'est une tragédie. It is just, it's a tragedy. Le lundi 13 octobre 2008, alors que l'économie américaine s'écroule, les présidents des grandes banques sont convoqués à une réunion d'urgence au département du Trésor à Washington. Les caméras captent l'arrivée de Jamie Dimon de JP Morgan, Lloyd Blankfein de Goldman Sachs, John Thane de Merrill Lynch et John Mack de Morgan Stanley. C'est une longue fin de semaine et la raison de cette convocation est gardée secrète. Pour le secrétaire au Trésor, Hank Paulson, il est temps de prendre des mesures radicales. Il projette d'injecter des fonds publics dans toutes les grandes banques, ce qui équivaut à une quasi-nationalisation du système bancaire américain. Il sait que plusieurs banquiers n'aimeront pas cette idée. Les banquiers, ils n'ont absolument pas envie d'avoir le gouvernement devenir actionnaire chez eux. Enfin, ça leur paraît... c'est la planète Mars. Enfin, vraiment, là, ça a été le marteau. Il leur a absolument pas laissé le choix. Pour lui, c'était la seule condition pour que les marchés réagissent avec plus de confiance. C'était, vous prenez de l'argent, l'État, c'est une garantie de l'État derrière vous que vous allez rembourser. Mais il la faut maintenant si on veut redonner confiance. C'est totalement non américain. Mais c'était la chose à faire. Les banquiers savent qu'en acceptant cet argent, ils autorisent davantage d'intervention de l'État dans leurs affaires. Le gouvernement pourrait aller jusqu'à remettre en question le montant de leur bonus annuel, ce qu'ils veulent éviter. Pourtant, les 9 banquiers signent l'entente d'une page rédigée à la va-vite. Le gouvernement versera 10 milliards de dollars à Merrill Lynch, 10 milliards à Goldman Sachs, 25 milliards à JP Morgan, pour un total de 250 milliards de dollars. La surprise, c'est que Paulson a imposé de façon très forte et très rapide aux uns et aux autres. Le plus gros chèque d'aide sociale de l'histoire a été émis à l'ordre de Wall Street.
Hank Paulson avait peut-être de bonnes raisons d'agir ainsi, mais il n'avait pas prévu une telle réaction de la population. Les gens descendent dans la rue pour dénoncer le sauvetage de ces banquiers milliardaires. Paulson a dû justifier souvent les décisions qu'il a eu à prendre pendant la crise. Devant des commissions du Congrès, il doit expliquer ce que les Américains ont reçu en retour de leurs milliards. Marcy Kaptur tient à ce qu'ils rendent des comptes. Well, you know, I wish you'd gotten a better deal for the taxpayers. You certainly got a good deal for a lot of your former clients. I think if you look at what the taxpayer is going to make on a number of these companies, it will have been good. But the biggest advantage to the taxpayer is what didn't happen. And that we did not have a collapse. We did not have double the number of foreclosures in Ohio. And oh, they're happening, Mr. Paulson. You ought to come and visit us in Ohio and see the results of your handiwork. Well, I know how terrible it is. I'm just telling you it would have been worse. That's your best argument. That's not good enough. You probably don't agree there was a crisis. I agree it was a crisis of your making for very... The gentlewoman's time has expired. L'effondrement économique de 2008 s'est rapidement propagé en Europe, tout comme la colère envers les banquiers et les politiciens. Depuis le début de la crise en 2008, l'Europe est constamment secouée par de violentes manifestations. Des affrontements avec la police ont eu lieu à Londres, en Italie ou encore en Lituanie. En Grèce, ce sont d'abord les agriculteurs qui sont descendus dans la rue. Les fonctionnaires et les étudiants ont vite suivi. Tous font face aux compressions dues à la crise. Dès le début, les leaders politiques européens ne s'entendent pas sur la manière de gérer la crise. Les premières divergences apparaissent lors d'une réunion à Paris le 4 octobre 2008. Déjà, en France et en Angleterre, des banques sont en difficulté. Le climat est tendu, parfois désespéré. La ministre française, Christine Lagarde, propose un fonds de sauvetage européen. Mais la chancelière allemande, Angela Merkel, refuse de régler les problèmes financiers des autres pays. À huis clos, Merkel prévient sèchement Nicolas Sarkozy, chacun son merdier. Cruelle ironie, quelques heures plus tard, l'Allemagne doit accorder une aide financière massive à une société de prêts hypothécaires du pays. Merkel signera elle-même le chèque. Ce qui aurait permis à Sarkozy de lancer « Elle a dit chacun sa merde » et c'est elle qui a dû se démerder. Il ajoute que si la rencontre est un échec, c'est de la faute à Merkel, qui s'est fait prendre dans son propre piège. L'unité européenne a probablement connu de plus beaux jours. Et c'est pas un drame. C'est pas d'aujourd'hui que l'on ignore qu'il y a une culture anglo-saxonne, que l'Allemagne a sa propre organisation hollandaise, et que les pays méditerranéens peuvent avoir d'autres idées. Tout le monde le sait. Mais vous savez, l'Europe, c'est 27 pays souverains. Ce ne sont pas des provinces. Ce sont des pays avec leur souveraineté, leurs drapeaux, leurs hymnes nationaux, leurs histoires respectives qui ont souvent été en guerre les uns avec les autres. Et cette Union européenne, qui est un véritable miracle depuis sa constitution, elle fonctionne de manière cohérente, consensuelle, cohésive. Mais elle ne fonctionne pas comme un seul homme sous une fédération, comme pourraient fonctionner les États-Unis ou le Canada, par exemple. On sait maintenant que tout ce qui unissait les leaders européens, c'était leur colère envers les États-Unis. Ils ont confronté les Américains derrière des portes closes la première semaine d'octobre 2008, lorsque les ministres des Finances de plusieurs pays se sont réunis à Washington. Une réunion capitale présidée par Hank Paulson. Hank nous a dit, des banques font faillite aux États-Unis, en Grande-Bretagne
et en Allemagne. Rien ne garantit que des marchés vont ouvrir lundi. On doit trouver une solution. Son discours nous a secoués. La ministre française des Finances, Christine Lagarde, admet qu'il y régnait un profond sentiment anti-américain. Ce qui est certain, c'est que les dérèglements financiers, à partir d'un marché, le marché américain, et qui a son origine dans une bulle immobilière considérable, a déréglé l'ensemble des circuits financiers et a précipité l'ensemble de nos économies dans le monde en situation très difficile. La réaction des Européens a été très agressive envers les États-Unis. J'ai fait remarquer à certains de mes homologues que plusieurs banques européennes étaient lourdement endettées. Donc, ils étaient mal placés pour critiquer les banques d'investissement de Wall Street qui étaient dans la même situation. Le lendemain, devant les ministres des Finances, le président Bush reconnaît que les Américains sont les premiers responsables de cette crise et promet de revoir la manière de faire pour réparer les dégâts. Les ministres des Finances quittent la Maison-Blanche avec un nouveau plan approuvé par le G20, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le samedi soir, tous les acteurs impliqués dans le monde de la finance avaient validé le plan. C'était plutôt une bonne nouvelle en termes de gouvernance mondiale. Pour l'ancien premier ministre Paul Martin, les leaders mondiaux n'avaient pas compris à quel point le monde entier était contaminé par les produits financiers toxiques américains disséminés à travers le monde. J'ai été là en Norvège, une municipalité en Norvège qui déclare banqueroute. Même chose, vous avez l'effondrement des marchés en Asie. Personne ne s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une interdépendance internationale, mais il n'y avait aucune institution pour surveiller tout cela. Certains pays seront totalement dévastés par l'effondrement économique mondial. L'Islande, par exemple, se dirige tout droit vers la ruine. Le pire affrontement international causé par cette crise aura été celui entre la Grande-Bretagne et l'Islande. Durant les années fastes, l'Islande avait privatisé ses banques et les nouveaux propriétaires s'étaient adonnés à une multitude de pratiques financières douteuses et fait des investissements risqués. Beaucoup d'Islandais pensaient avoir créé un nouveau modèle bancaire infaillible. Mais le crash de 2008 sera un dur retour à la réalité. Egil Helgason est l'analyste politique le plus populaire en Islande. Tout à coup, un petit pays, sans culture bancaire, sans culture des marchés boursiers, se croyait meilleur que les autres. Par exemple, dans les rapports de la Chambre de commerce, on disait que l'Islande n'a rien à apprendre des pays scandinaves parce que nous sommes beaucoup plus futés que les autres. Au cours des années précédant la crise, les banques islandaises avaient ouvert des succursales à Londres et lancé de vastes campagnes publicitaires pour convaincre les Britanniques de placer leur argent dans des comptes islandais à haut rendement. Credit cards, club cards, discount cards, frequent flyer cards, ridiculous. L'acteur John Cleese était porte-parole de la banque Kaupthing. So all you Icelanders have got this figured out. IceSave, right. IceSave était une banque virtuelle gérée par Landesbank. Because IceSave's an online savings bank, completely dummy-proof. En octobre 2008, le système bancaire d'Islande s'écroule et l'État doit intervenir rapidement. Le Premier ministre Gerhard annonce que le pays est au bord de la ruine. Sú hætta raunveruleg, góðir landsmenn, að íslenska þjóðarbúið myndi ef allt færi á versta veg, sogast með bönkunum inn í brimrótið og afleiðingin yrði þjóðargjaldþrot. Guð blessi Ísland.
Le gouvernement britannique exige immédiatement que les dépôts sur les comptes bancaires islandais soient garantis. Ruinée, l'Islande refuse. Et le Premier ministre britannique, Gordon Brown, est furieux. What happened in Iceland is completely unacceptable. I've been in touch with the Icelandic Prime Minister. I've said that this is effectively illegal action that they've taken. We are freezing the assets of Icelandic companies in the United Kingdom. La Grande-Bretagne invoque alors sa loi antiterroriste et inscrit l'Islande ainsi que la Landesbank sur sa liste des organisations proscrites. Les Islandais sont stupéfaits. Il y avait sur un même pied les talibans, la Corée du Nord, la banque Landsbanken, le ministère des Finances et la Banque centrale d'Islande. Quand on se retrouve sur cette liste, on n'a plus aucune chance, plus aucune crédibilité. Les Islandais sont consternés d'avoir été ainsi catalogués par Gordon Brown. Well, we basically think he's a bastard. We considered Britain a friendly country. Le gouvernement islandais avait fait comprendre que les investisseurs étrangers ne seraient pas dédommagés. On ne pouvait pas rester sans rien faire. Selon moi, appliquer une loi censée viser les terroristes contre un pays ami, un allié de toujours et un membre de l'OTAN était absurde. Les Anglais n'auraient jamais agi de la sorte s'ils avaient eu affaire à un pays plus puissant que l'Islande. Ce n'était pas de l'intimidation. C'est l'Islande qui a laissé les banques aller à la ruine. Maintenant, elles emportent le pays avec elles. Things are clearly tough for our US and our global viewers, but look on the bright side, you could be in Iceland. Et en Islande, une nouvelle banque a été placée sous tutelle de l'État aujourd'hui. C'est la troisième depuis. To underline the scale of the crisis, the government's taken out these full-page ads reminding people to remember their loved ones, to think of their children at a pressing time. C'était la fin d'une illusion. Pendant un temps, on se croyait vivre dans une société très très riche où on était tous les banquiers qui jouaient la bourse. Mais maintenant, on doit se réinventer en tant que nation. La crise financière a créé une épidémie de chômage dans le monde entier. Elle fait ses premières victimes dans un pays pourtant champion du développement, la Chine. L'interdépendance des économies mondiales est devenue encore plus évidente à la fin de 2008. Ce n'est pas à Wall Street ni à Londres qu'on l'a constaté, mais plutôt ici, à Shaoxing, la capitale du textile en Chine. Des millions de travailleurs vivront les conséquences tragiques des décisions prises à des milliers de kilomètres de là. Un homme incarne bien ce phénomène, Tao Sholong, le riche propriétaire de cette usine à Shaoxing. L'usine de Tao employait 4000 personnes sur un site de la superficie de plusieurs terrains de football. Tao avait l'habitude de se promener tous les jours au volant de sa rutilante Mercedes. Il incarnait l'image de la nouvelle Chine. Mais à l'automne 2008, son carnet de commandes internationales est vide. Ses clients étrangers lui annoncent qu'ils ne sont même pas en mesure de payer les commandes déjà livrées. Tao panique. Il n'a aucune réserve pour payer ses employés et selon la loi chinoise, il lui est impossible de déclarer faillite et d'obtenir une protection contre ses créanciers. Un soir de décembre, Tao vend sa Mercedes, brûle les livres financiers de son entreprise et disparaît. Tao n'est pas le seul. En Chine, des douzaines de propriétaires d'usines font de même.
Une vague de faillites dans le secteur industriel chinois jette des millions de travailleurs à la rue du jour au lendemain. Plusieurs employés d'usines de textiles et de jouets perdent des mois de salaire. On veut juste notre paye. On ne demande rien de plus. Je crois que le problème en Chine, c'est que les entreprises chinoises réagissent très vite à quoi que ce soit. Si c'est une bonne chose, ils réagissent très vite, ils commencent à faire croître la production très vite, mais en même temps, s'il y a une crise, s'il y a un manque de marché pour les exportations, ils coupent tout de suite la production et ils virent tout de suite tous les employés. C'est un capitalisme assez brutal. Cette femme nous dit que quelqu'un est monté sur le toit et a menacé de sauter. D'autres travailleurs disent n'avoir pas mangé depuis 2 jours. Han Dongfang est un militant en droit du travail basé à Hong Kong. Il anime une émission de radio dédiée aux droits des travailleurs. Il dit que les syndicats chinois n'ont absolument rien fait pour défendre les travailleurs licenciés durant la crise. Le syndicat national, le plus important du pays, ne représente pas les ouvriers. Il se considère comme une agence du gouvernement. À Noël 2008, le nombre de chômeurs chinois était d'environ 15 millions. Des milliers d'usines avaient fermé soudainement. Et des manifestations parfois violentes avaient éclaté dans plusieurs villes. Des manifestants ont même renversé des voitures de police. L'image de ces millions de travailleurs en colère était devenue un cauchemar pour le gouvernement communiste chinois. Ils sont toujours très nerveux s'il y a une situation qui montre qu'ils ne sont pas capables de mener l'économie, parce que les leaders communistes savent très bien qu'ils ils ne sont plus communistes. L'idéologie est partie. Ils gèrent une économie qui est plutôt capitaliste. Et ça veut dire que s'ils ne réussissent pas avec cette croissance économique, ils ne sont rien. Ils n'ont pas d'autre légitimité. Les manifestations de 2008 rappellent le soulèvement de la place Tiananmen de 1989, où les citoyens chinois ont tenu tête au gouvernement communiste. L'animateur de radio Han Dongfang était un des meneurs de la révolte de Tiananmen. En 2008, il a plutôt incité les travailleurs à éviter la violence. J'ai tiré plusieurs leçons des événements de 1989. Entre autres, que le pouvoir d'une population qui manifeste dans la rue est éphémère. Il peut y avoir 1 million de manifestants pendant 1 semaine dans la rue, mais dès l'arrivée de la police, ils disparaîtront de peur d'être emprisonnés. La révolution dans la rue ne peut pas résoudre le problème. Il faut trouver une nouvelle voie. Très vite, le gouvernement chinois réprime toute manifestation des chômeurs. Mais déjà, en cette fin de 2008, les travailleurs défilent partout dans le monde pour dénoncer les ravages économiques causés par le crash financier. En Islande, les manifestants exigeront la démission du gouvernement. En France, les patrons seront séquestrés et retenus en otage par des employés en colère. Les victimes de la crise se révoltent. Dans le prochain épisode de Crash, le prix à payer. Les pertes d'emplois se multiplient partout sur la planète, autant chez les ouvriers syndiqués canadiens. J'aurais jamais pensé qu'une compagnie comme General Motors allait faire faillite. Jamais. Que chez les travailleurs immigrants à Dubaï. Qui se retrouvent vraiment dans un no man's land, sans argent, sans recours et sans visa, donc sans le droit vraiment d'être là. Pendant qu'en France, les travailleurs passent à l'action. On n'ira pas à l'abattoir sans se défendre. C'est clair et net. Crash, les dessous de la crise économique mondiale.
Les crises financières, ça fait partie du capitalisme. Je crois qu'il serait totalement inconsidéré de penser qu'on pourrait tout d'un coup, avec une législation, une réglementation bien calibrée, faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de crise financière. La crise financière, c'est comme la maladie, la mort, l'escroquerie, ça fait partie du monde tel qu'il est, on peut le regretter, mais les alternatives sont pires et tant qu'on est dans une économie de marché, une économie capitaliste, on aura des crises financières. Donc il n'y a pas de moyen de les prévenir de manière absolue. Et le problème maintenant, c'est que la responsabilité de la restructuration, de la restauration de la confiance dans Wall Street, elle est à Wall Street. Ce que le gouvernement fait en matière de réglementation est essentiel. Mais tant que nous ne sommes pas convaincus que les dirigeants de Wall Street sont ce que nous appellerions des honnêtes gens, nous n'aurons pas confiance.